Un moment décisif se dessine dans le Pacifique. Un moment décisif commence à se dessiner dans l'Indo-Pacifique. Ce que les dirigeants politiques craignaient de dire à voix haute il y a un an devient maintenant presque une réalité. Le Japon se prépare effectivement à réviser fondamentalement sa constitution pacifiste et à déployer ses forces d'autodéfense au-delà de ses frontières. Tout indique que cette étape n'est plus simplement discutée à huis clos, mais qu'elle est planifiée au niveau de l'état-major général et approuvée au sein d'un cercle restreint d'alliés du Pentagone. Après que des dizaines de ballons espions et de drones chinois ont pénétré dans l'espace aérien japonais ces dernières semaines, et que certains ont même survolé des installations militaires américaines à Okinawa, Tokyo a réalisé que la neutralité n'est plus possible. Le Japon, troisième économie mondiale, ne peut plus rester un observateur passif. Le Premier ministre Fumio Kishida, qui est arrivé au pouvoir en promettant de restaurer la force et l'autorité du Japon dans la région, répète de plus en plus que la Chine représente une menace existentielle pour l'ordre démocratique en Asie. Selon plusieurs sources, ces mots ne sont pas de la simple rhétorique. Au cours des derniers mois, le ministère japonais de la Défense a tenu une série de consultations fermées avec les militaires des États-Unis, de l'Australie et de l'Inde. Il ne s'agit pas d'une entrée formelle dans une alliance militaire offensive, mais d'une mission de stabilisation régionale, dans le cadre de laquelle le Japon enverrait prétendument un contingent limité des forces d'autodéfense dans les eaux internationales près de Taïwan et des Philippines, officiellement pour la protection des voies maritimes, la logistique et la sauvegarde des corridors humanitaires. En réalité, ce serait la première fois depuis 1945 que les forces militaires japonaises seraient déployées dans une zone de conflit actif en Asie de l'Est. Le Japon justifie cette étape comme nécessaire pour partager le fardeau avec les forces américaines et permettre à la 7e flotte de se concentrer sur d'autres théâtres d'opération. Cependant, des sources dans la communauté du renseignement affirment que la mission aura un double objectif, défensif et de collecte de renseignements. Depuis des semaines, des avions de reconnaissance japonais P-1 et des drones Global Hawk ont survolé les eaux internationales de la mer de Chine orientale, collectant des données sur les mouvements navals chinois autour des îles Senkaku et dans le détroit de Taïwan. Les annonces officielles n'ont pas été faites, mais les images satellites publiées par le Center for Strategic and International Studies confirment l'activité accrue de surveillance japonaise près des zones contestées. L'opinion publique au Japon évolue lentement mais sûrement vers l'approbation d'une participation militaire plus active. Il y a 2 ans, la plupart des citoyens rejetaient catégoriquement l'idée d'envoyer des forces à l'étranger. Mais maintenant, dans le contexte des exercices militaires chinois autour de Taïwan et de la menace que les Philippines pourraient être les prochaines, davantage de Japonais soutiennent des mesures décisives. Les médias japonais préparent prudemment le public. Les principaux diffuseurs NHK et TV Asahi ont récemment diffusé une série de reportages sur la résilience taïwanaise et sur l'idée que le Japon ne peut pas rester à l'écart pendant que la liberté dans la région est en danger. Pendant ce temps, des audiences fermées sont en cours à la Diète sur la création d'une coalition de sécurité spéciale avec la Corée du Sud, les Philippines et l'Australie. Sur le papier, cela apparaît comme un accord de défense mutuelle et de soutien humanitaire. Mais en substance, c'est une alternative asiatique à l'OTAN, une structure capable d'agir plus rapidement que l'alliance traditionnelle et sans avoir besoin de l'approbation unanime de tous les membres. Le fait qu'une telle structure serait codirigée par le Japon et les États-Unis en dit long. Kishida veut montrer que le nouveau Japon n'est pas une machine bureaucratique, mais un acteur militaire actif prêt à défendre l'ordre démocratique en Asie. Les préparations pour cette transformation sont en cours depuis des mois. Les bases des forces d'autodéfense à Kyushu, Hokkaido et dans la préfecture d'Aichi ont été transformées en centres de mobilisation et terrains d'entraînement pour de nouveaux bataillons de réaction rapide. La presse japonaise appelle cela le bouclier du Pacifique. Des fuites indiquent que le contingent comptera environ 15 000 personnes et comprendra des destroyers de classe Aegis, des systèmes de défense antimissiles PAC-3, ainsi que des stations mobiles de renseignement électronique. Formellement présentée comme une préparation pour une éventuelle mission de maintien de la paix si la situation s'aggrave, ces forces seront en pratique prêtes au déploiement dès cet été. Des sources fermées indiquent qu'un scénario en 3 étapes est discuté. Dans la première étape, les forces japonaises prendront des positions défensives dans les eaux internationales entre Okinawa et Taïwan, principalement le long des routes maritimes commerciales vitales. La deuxième étape implique la création d'une zone de sécurité maritime dans un rayon de 200 000 nautiques des îles japonaises du Sud. La troisième étape, la plus controversée,
verrait le déploiement de forces terrestres japonaises aux Philippines pour des exercices conjoints permanents. Cela allégerait le fardeau sur les forces américaines et créerait une profondeur de défense en cas d'offensive chinoise à grande échelle. Bien que le Japon déclare officiellement qu'il n'a pas l'intention de s'engager dans une confrontation directe avec la Chine, Pékin voit les choses différemment. Dans ses récents discours, Xi Jinping utilise de plus en plus la rhétorique du militarisme japonais renaissant et affirme que Tokyo prépare une nouvelle expansion en Asie. En réponse aux rumeurs d'implications japonaises accrues, la Chine a déjà renforcé sa présence militaire dans la mer de Chine orientale et déployé des systèmes de missiles balistiques des F-21 des supplémentaires sur sa côte est. De plus, cette semaine, 11 a annoncé que la Chine avait achevé le développement de nouvelles armes hypersoniques aux caractéristiques uniques, ajoutant qu'elles seraient utilisées si la souveraineté territoriale devenait réellement menacée. En effet, c'était une menace directe à Tokyo, voilée comme un avertissement. Dans les couloirs du Pentagone, le discours de 11 a été perçu comme un signal que Pékin est prêt à recourir au chantage militaire contre le Japon et ses alliés si Tokyo franchit certaines lignes rouges. Les analystes américains de la Rand Corporation et du Center for Strategic and International Studies ont déjà qualifié la situation de point le plus dangereux depuis la crise des missiles de Cuba. Particulièrement alarmant est le fait que le Japon devient effectivement le nouveau pivot militaire américain en Asie, poussant la Corée du Sud et l'Australie vers des mesures similaires. Selon des sources à Washington, des discussions sont déjà en cours sur la création d'un commandement unifié du Pacifique qui unirait les forces du Japon, de la Corée du Sud, de l'Australie et des Philippines sous une structure de commandement intégré. La Corée du Sud soutient pleinement l'initiative, estimant que le Japon et les États-Unis doivent prendre la responsabilité de la sécurité régionale. Séoul est prêt à fournir la logistique, les bases aériennes et les corridors de transport pour les unités japonaises et américaines. De plus, les médias sud-coréens rapportent que l'infrastructure dans les zones côtières est déjà en cours de modernisation pour recevoir l'équipement lourd allié. Mais la question principale reste de savoir comment Pékin réagira. Pour l'instant, la Chine mise sur l'intimidation, déclaration constante sur les lignes rouges, lancement démonstratif de missiles balistiques et déploiement de porte-avions dans le détroit de Taïwan créent une atmosphère de peur et d'incertitude. À l'intérieur de la Chine, cependant, la situation devient de plus en plus instable. Les tensions économiques, les pénuries technologiques dues aux sanctions américaines, le mécontentement croissant parmi la classe moyenne et les rumeurs d'une mobilisation militaire cachée érodent les fondations internes du régime. C'est pourquoi de nombreux experts pensent que 11 pourrait choisir d'augmenter fortement les enjeux pour détourner l'attention de la population des problèmes domestiques. Pendant que l'Asie se prépare, Washington n'est pas inactif. Les États-Unis augmentent leur présence militaire dans le Pacifique occidental. Selon des rapports de renseignement, environ 50 000 soldats supplémentaires ont été déployés dans la région, y compris des unités de la 82e division aéroportée et des marines. Les exercices militaires se sont intensifiés à Guam, où des scénarios pour repousser une invasion chinoise de Taïwan sont pratiqués. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré que l'armée américaine est prête pour tout scénario et ne permettra pas à la Chine de changer unilatéralement le statu quo dans la région. Les analystes occidentaux notent que la mer de Chine méridionale devient effectivement une poudrière. Les images satellites montrent la construction de nouvelles installations militaires sur plusieurs îles artificielles chinoises, avec des pistes d'atterrissage améliorées et des systèmes de défense aérienne renforcés. Tout cela augmente les préoccupations du Pentagone. Des réunions quotidiennes se tiennent au quartier général du commandement Indo-Pacifique à Hawaï pour modéliser divers scénarios allant des provocations localisées à une guerre à grande échelle sur tout le théâtre du Pacifique. L'impact économique de cette escalade est déjà palpable. Les marchés boursiers asiatiques connaissent une volatilité sans précédent, avec le Nikkei et le Hang Seng Index fluctuant sauvagement sur les rumeurs de mobilisation militaire. Les chaînes d'approvisionnement mondiales, déjà fragilisées par la pandémie et la guerre en Ukraine, font face à de nouvelles perturbations alors que les entreprises cherchent à diversifier leurs opérations loin des zones de conflit potentiels. Le coût de l'assurance maritime dans la région a triplé au cours des 6 derniers mois, reflétant l'évaluation croissante du risque par l'industrie. Les semi-conducteurs, épine dorsale de l'économie numérique mondiale, sont devenus l'otage de cette confrontation géopolitique. Taïwan produit plus de 60% des puces mondiales et 90% des semi-conducteurs les plus avancés.
Une perturbation de cette production due à un conflit militaire pourrait paralyser l'économie mondiale. Les États-Unis et leurs alliés ont lancé des efforts frénétiques pour construire des capacités de production alternatives, mais ces projets prendront des années à se matérialiser. Entre-temps, la vulnérabilité reste aiguë. La dimension nucléaire ajoute une couche supplémentaire de danger. La Chine a considérablement élargi son arsenal nucléaire ces dernières années, avec des estimations suggérant qu'elle pourrait avoir jusqu'à 1500 ogives d'ici 2035. Le développement de nouveaux systèmes de livraison, y compris des missiles hypersoniques capables d'éviter les défenses antimissiles existantes, a fondamentalement modifié l'équilibre stratégique dans la région. Le Japon, bien que techniquement capable de développer des armes nucléaires en quelques mois, reste officiellement engagé dans sa politique des 3 principes non nucléaires. Cependant, des voix au sein du parti au pouvoir appellent de plus en plus à reconsidérer cette position, face à la menace chinoise croissante. L'Inde observe ces développements avec une inquiétude croissante. New Delhi, tout en maintenant sa politique de non-alignement stratégique, a intensifié sa coopération militaire avec les États-Unis et le Japon dans le cadre du Quad. Les récents affrontements frontaliers avec la Chine dans l'Himalaya ont convaincu les stratèges indiens que Pékin représente une menace existentielle à long terme. L'Inde accélère sa propre modernisation militaire, avec des achats d'armes importantes des États-Unis, de la France et de la Russie. La marine indienne étend sa présence dans l'océan Indien, cherchant à contrer l'influence chinoise croissante dans la région. L'ASEAN, prise entre les deux géants, tente désespérément de maintenir sa neutralité. Mais la pression monte sur les pays membres pour qu'ils choisissent leur camp. Les Philippines, sous la présidence de Ferdinand Marcos Jr., se sont clairement alignés avec les États-Unis, permettant l'accès à des bases militaires supplémentaires. Le Vietnam, malgré son système politique communiste, renforce discrètement ses liens de défense avec Washington, inquiet des revendications territoriales chinoises en mer de Chine méridionale. Singapour, plaque tournante économique de la région, marche sur une corde raide diplomatique, cherchant à maintenir des relations équilibrées avec toutes les parties. L'Australie a fait un choix clair, s'alignant fermement avec les États-Unis et le Japon. Le pacte AUKUS, qui verra l'Australie acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire, représente un changement fondamental dans la posture de défense du pays. Canberra investit massivement dans ses capacités militaires, avec des plans pour doubler les dépenses de défense au cours de la prochaine décennie. Les bases du nord de l'Australie sont en cours de modernisation pour accueillir les forces américaines, transformant effectivement le pays en un porte-avions insubmersible pour les opérations américaines dans la région. La Russie, affaiblie par sa guerre en Ukraine mais toujours une puissance nucléaire majeure, joue un rôle complexe dans cette dynamique. Moscou s'est rapproché de Pékin par nécessité économique et géopolitique, mais reste méfiant quant aux ambitions chinoises à long terme en Asie centrale et en Extrême-Orient russe. La vente d'armes russes avancées à la Chine, y compris les systèmes de défense aérienne S-400 et les avions de chasse Su-35, a renforcé les capacités militaires chinoises. Cependant, la Russie hésite à partager ses technologies les plus sensibles, consciente qu'elle pourrait créer un rival futur. Les implications pour l'Europe sont profondes. L'attention et les ressources américaines étant de plus en plus orientées vers le Pacifique, les pays européens sont contraints d'assumer une plus grande responsabilité pour leur propre défense. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni augmentent leurs dépenses militaires et renforcent leur coopération en matière de défense. L'OTAN, tout en restant concentrée sur la menace russe, commence à reconnaître le défi chinois, avec des références croissantes à la Chine dans les documents stratégiques de l'Alliance. Le cyberespace est devenu un champ de bataille crucial dans cette confrontation. Les cyberattaques chinoises contre les infrastructures critiques japonaises et américaines se sont intensifiées, ciblant les réseaux électriques, les systèmes de transport et les institutions financières. Les États-Unis et leurs alliés ripostent avec leurs propres opérations cybernétiques, créant une guerre de l'ombre numérique aux conséquences potentiellement dévastatrices. La militarisation de l'espace s'accélère également, avec le développement d'armes antisatellites et la création de forces spatiales dédiées par plusieurs pays. La bataille pour les cœurs et les esprits s'intensifie parallèlement à la compétition militaire. La Chine déploie des ressources massives dans sa diplomatie du soft power, cherchant à influencer l'opinion publique mondiale à travers les médias, les instituts Confucius et les investissements culturels. Les États-Unis et leurs alliés contre-attaquent avec leur propre campagne d'information, mettant en évidence les violations des droits de l'homme en Chine et la nature autoritaire du régime.
La guerre de l'information devient de plus en plus sophistiquée, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer et diffuser de la désinformation à grande échelle. Les Nations Unies et autres institutions multilatérales peinent à gérer cette crise croissante. Le Conseil de sécurité est paralysé par les vétos chinois et américains, incapables de prendre des mesures significatives. Les efforts de médiation par des puissances moyennes comme la France et l'Allemagne ont eu peu d'impact. Le système international basé sur des règles, établi après la Seconde Guerre mondiale, semble s'effondrer sous le poids des rivalités entre grandes puissances. L'impact sur le changement climatique et d'autres défis mondiaux est dévastateur. La coopération sino-américaine, essentielle pour toute action climatique efficace, s'est pratiquement arrêtée. Les ressources qui pourraient être consacrées à la transition énergétique et à l'adaptation climatique sont détournées vers les dépenses militaires. La course aux armements dans le Pacifique détourne l'attention et les ressources des défis existentiels auxquels l'humanité est confrontée. Les implications économiques à long terme sont profondes. La déglobalisation s'accélère alors que les pays cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement vulnérables. Le découplage technologique entre les États-Unis et la Chine crée deux écosystèmes numériques séparés, réduisant l'innovation et augmentant les coûts. Le système commercial mondial basé sur l'OMC s'effrite alors que les pays recourent de plus en plus au protectionnisme et aux blocs commerciaux régionaux. La jeunesse en Asie regarde ces développements avec un mélange d'anxiété et de résignation. Une génération qui a grandi dans la paix et la prospérité relative fait maintenant face à la perspective d'un conflit majeur. Les mouvements de protestation contre la militarisation croissante émergent au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan, mais ils peinent à gagner du terrain face au consensus sécuritaire croissant. Les réseaux sociaux amplifient les voix des faucons comme des colombes, créant une polarisation intense du débat public. Les scénarios pour l'avenir varient du catastrophique au simplement sombre. Dans le pire des cas, un incident mineur dans le détroit de Taïwan ou en mer de Chine méridionale pourrait déclencher une escalade incontrôlée menant à un conflit majeur. Les wargames menés par divers think tanks suggèrent qu'une guerre pour Taïwan pourrait rapidement s'étendre à l'ensemble du théâtre du Pacifique, avec des pertes humaines et économiques dévastatrices. Même dans les scénarios plus optimistes, une nouvelle guerre froide dans le Pacifique semble inévitable, avec des décennies de tensions, de courses aux armements et de stagnation économique. Le moment où l'Asie ne sera plus une région de croissance pacifique approche. Le Japon, longtemps symbole du pacifisme d'après-guerre, se prépare maintenant à devenir le centre d'un nouveau bloc militaire asiatique. Si ces forces franchissent effectivement le seuil constitutionnel du déploiement à l'étranger, l'histoire entrera dans une nouvelle ère. Une ère dans laquelle les décisions ne sont plus prises uniquement à Washington, mais aussi à Tokyo, Pékin et New Delhi, où chaque mouvement de navire et d'avion résonnera à travers tout le Pacifique, et personne ne pourra dire où l'aide s'arrête et où la guerre commence. La fenêtre pour la diplomatie se rétrécit rapidement. Les canaux de communication entre Washington et Pékin restent ouverts, mais la méfiance mutuelle est si profonde que les percées significatives semblent improbables. Les efforts de médiation par des tierces parties ont eu peu d'impact. Le temps des solutions faciles est révolu. Ce qui reste est un choix difficile entre une confrontation gérée avec des garde-fous et des règles tacites, ou une spirale incontrôlée vers le conflit. L'ironie tragique est que ni les États-Unis ni la Chine ne veulent vraiment la guerre. Les deux parties comprennent les coûts catastrophiques d'un conflit majeur. Pourtant, la dynamique de la compétition entre grandes puissances, combinée aux pressions nationalistes internes et à la logique de sécurité, pousse les deux pays vers une confrontation qu'aucun ne désire vraiment. C'est le piège de Thucydide dans sa forme la plus pure, la peur mutuelle créant les conditions mêmes qu'elle cherche à éviter. Les leçons de l'histoire offrent peu de réconfort. Les transitions de pouvoir pacifiques entre grandes puissances sont rares. La montée de l'Allemagne au début du XXe siècle, celle du Japon dans les années 1930, et même l'ascension américaine elle-même ont toutes été marquées par des conflits majeurs. L'ère nucléaire ajoute une dimension nouvelle et terrifiante, mais elle n'élimine pas la logique fondamentale de la compétition entre puissances. Alors que le monde observe avec appréhension, les dirigeants à Tokyo, Washington et Pékin font des choix qui détermineront le sort de milliards de personnes. La responsabilité qui pèse sur leurs épaules est écrasante. Une erreur de calcul, un malentendu, ou simplement la malchance pourrait déclencher une catastrophe. Pourtant, ils doivent agir, car l'inaction elle-même est un choix aux conséquences potentiellement désastreuses. L'aube d'une nouvelle ère approche dans le Pacifique.
Que ce soit une ère de confrontation gérée ou de conflit ouvert reste à déterminer. Ce qui est certain, c'est que l'ordre ancien est en train de mourir, et ce qui le remplacera façonnera le XXIe siècle et au-delà. Les décisions prises dans les mois et années à venir résonneront à travers les générations, déterminant si l'Asie restera le moteur de la prospérité mondiale ou deviendra le théâtre d'une nouvelle tragédie historique. Le moment de vérité approche, et le monde retient son souffle.